diabète. Oui, alors attends, je vais éteindre tout le monde. Je vais éteindre tout le monde parce que moi, on n'y arrive pas. D'abord, fais-moi se calmer. On n'entend plus. Elle a été à Annie. Elle a été à Annie, non? Et là, on entend, là? Oui, c'est bon. Oui, on t'entend. On t'entend, tu peux y aller, on est 19. Vas-y. On n'entend pas Annie. Non, là, on t'entend pas. Là, tu as refermé le son. Tu as fermé le micro. Ouais. Là, c'est bon. Ben oui, c'est elle qui a refermé. Moi, je lui ai donné le son. Voilà, c'est bon. Oui, je disais donc diabète, pancréas. Pancréas, donc ressenti très particulier. C'est ce qu'on appelle un conflit de résistance-répugnance. C'est-à-dire que je vis des choses qui sont vraiment répugnantes, qui sont inacceptables par rapport à mon échelle de valeur. Mais je me force à résister. Il faut que je résiste, il faut que je résiste, il faut que je résiste, que je tienne. Alors donc du coup, symboliquement et pas d'ailleurs, parce que quand il faut tenir, à ce moment-là, on a besoin dans l'organisme de sucre pour tenir. Alors bien sûr, là, c'est tenir généralement physiquement, psychologiquement et émotionnellement. Mais comme la maladie est un langage symbolique, s'il faut tenir par rapport à quelque chose qui est inacceptable, qui va vraiment à contre-courant de mes valeurs, que je dois résister, à ce moment-là, le corps va me fabriquer de l'insuline et je vais faire un diabète. Voilà, le diabète, c'est ça, c'est conflit de résistance, répugnance. Alors, c'est un conflit qui peut passer de génération en génération. C'est pour ça qu'on parle de famille de diabétiques en général et qu'à ce moment-là, on parle de problèmes génétiques, quoi, hein. Ok, ben merci. De toute façon, si les personnes en ont plusieurs renseignements. Merci beaucoup pour la réponse. Voilà, tu es sur Tel Aviv, donc s'il y a des questions personnelles et auxquelles tu pourras répondre, tu peux répondre au téléphone, tu as les coordonnées. Alors, donc, pourquoi on parle donc de médecine du corps, du cœur et de l'âme? Alors, du corps, donc, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que on part toujours des symptômes que le corps nous montre, hein, les organes concernés, les tissus concernés. Et donc, ça, ce sont des signes. Et un foie ne va pas parler de la même façon qu'un cœur, qu'un pancréas, qu'une rate, etc. Donc, déjà, ça nous oriente sur le genre de profil de patient. Après, je parle de médecine du cœur parce que, comme tout part à partir des ressentis émotionnels, les émotions, c'est les sentiments, c'est le cœur, c'est l'affectif. Et donc, ce sont les ressentis émotionnels qui vont, comme je disais tout à l'heure, en impactant le cerveau, qui vont déclencher la genèse de la maladie. Donc, c'est pour ça que je parle de cœur médecine. Et médecine de l'âme, pourquoi? Parce que tous les ressentis émotionnels prennent leur source dans toutes nos valeurs, toutes nos croyances, tous nos conditionnements, dans notre éducation. Alors, ça prend sa source dans nos croyances à nous, nos conditionnements personnels, mais qui sont souvent la conséquence de notre éducation, donc
qui prennent souvent naissance chez nos parents, et on continue, et souvent on pense comme eux et on fait comme eux. Et donc, c'est pour ça que quand on a une pathologie et quand on guérit de cette pathologie, généralement, on s'est différencié de nos parents. Ça ne veut pas dire qu'on ne les aime plus, hein, mais c'est qu'on s'est différencié. On n'est plus obligé de penser comme eux. On n'est plus obligé de faire comme eux. Et on devient adulte, justement. C'est ça, devenir adulte. C'est vivre son propre programme adulte et ne pas se couler dans le programme des parents. Et souvent, donc, on va changer, c'est pour ça que je parle de médecine d'art, on va changer son regard intérieur, on va changer son regard intérieur sur soi, sur l'autre, sur la vie, sur la vie en général, hein, sur les autres et sur la vie en général. C'est pour ça que je parle de médecine de l'âme, quoi. Hein. Est-ce que tu peux nous parler, parce que tu as marqué dans le thème le langage des organes. Tu peux nous en parler? Alors oui, alors les organes, alors la définition d'un organe, c'est que c'est un assemblage de tubes et ces tubes ont une origine embryologique précise. Et en fonction de l'origine embryologique, les tissus qui fabriquent les organes ont correspondent à des ressentis émotionnels très précis et très différents. Alors en fait, il existe dans l'évolution 4 types de feuillets embryologiques. Je vais essayer de faire très simple. Hein. Le feuillet le plus ancien, c'est le feuillet, ce qu'on appelle le feuillet de l'endoderme, qui correspond lui au cerveau archaïque le plus ancien et qui va correspondre aux fonctions vitales, c'est-à-dire à tout ce qui a trait au tronc cérébral. C'est les fonctions vitales de la respiration, de la digestion, de la circulation, de la reproduction. Donc, ça va concerner les organes qui vont gérer la respiration, qui vont gérer la digestion, qui vont gérer la reproduction. Donc, des organes vitaux. Et c'est le ressenti émotionnel commun à tous ces organes. Il est déclenché par le besoin d'attraper ce qu'on appelle le morceau, d'attraper le morceau symboliquement. Alors, ça va être le morceau d'air, si c'est en respiratoire, ça va être le morceau de sensation, si c'est en digestion, ça va être le morceau relatif à un partenaire, si c'est l'organe de reproduction qui est visé. Donc, il y a un ressenti émotionnel à tous ces organes qui proviennent du feuillet vital, parce qu'il y a une notion de si j'attrape pas le morceau, je meurs. On est en biologie pure là. Hein. Et donc, en phase active de la maladie, et ben, à ce moment-là, les tissus vont fabriquer une masse, comme s'ils voulaient essayer d'attraper le plus possible d'air, le plus possible d'aliments pour vivre. Et au contraire, en phase de préparation, ils peuvent lâcher, ça se nécrose et on revient à la normale. Ça, c'est pour les tissus les plus anciens qui sont relayés par le tronc cérébral. Voilà. Après, le deuxième feuillet, c'est ancien aussi, c'est archaïque aussi, c'est le mésoderme ancien. Et lui, les tissus qui sont dérivés de ce feuillet-là, ils correspondent au contraire à toutes les enveloppes des organes vitaux.
c'est-à-dire que ça va concerner les atteintes de la plèvre qui protègent les poumons, les atteintes du péricarde qui protègent le cœur, les atteintes du péritoine qui protègent les viscères abdominaux, et bien sûr le derme qui nous protège de l'extérieur. Et là, le ressenti émotionnel commun à tous ces organes, ça va être une souffrance par rapport à un ressenti de perte d'intégrité. C'est-à-dire que ce qu'on m'a dit, ce que j'ai entendu, le contact que j'ai eu, ça a été un contact de souillure, où j'ai eu l'impression que ça m'atteignait dans mon intégrité physique. Physique et pas que, hein, ça peut être... parce que tout est toujours de l'ordre du réel, du symbolique, de l'imaginaire ou du virtuel, hein, dans cette médecine du temps. Ça. Donc ça, après, ça c'est le ressenti émotionnel commun à tous ces organes-là. Après, il y a un ressenti psychique, c'est-à-dire que les problèmes qui vont concerner la plèvre ne vont pas avoir le même sens que les problèmes qui vont concerner le péritoine ou qui vont concerner le péricarde. Dans le péricarde, on va être beaucoup plus dans l'affectif. Dans la plèvre, on va être beaucoup plus dans la peur forte, puisque c'est les poumons. Dans le péritoine, ça va être beaucoup plus la peur d'être atteint, la peur au ventre, hein, qu'on appelle, hein, d'être atteint vraiment dans ses viscères et d'être atteint dans son intégrité. Hein. Voilà, ça c'est les feuillets les plus anciens. On a un feuillet plus récent qu'on appelle le mésoderme nouveau. Et ça, ce sont les tissus qui dérivent de ce feuillet. Ça va être tout ce qui est muscle, tout ce qui est os, tout ce qui est cartilage, tout ce qui est tendons, ligaments. Voilà. Alors donc, on va avoir un ressenti émotionnel commun pour tous ces organes-là qui va être de l'ordre de la dévalorisation de soi. On retrouve toujours cette notion de dévalorisation de soi, qu'il s'agisse d'os, de muscles, de ligaments, etc. Mais avec une spécificité, bien sûr. Si c'est les muscles, ça va être une dévalorisation de soi, plus un ressenti d'impuissance, puisqu'on parle de puissance musculaire, hein, d'ailleurs, hein, plus de ressenti d'impuissance hein, quand ça atteint les muscles. Quand ça atteint les os, c'est vraiment une grande dévalorisation. Et après, ça va dépendre si c'est les os du squelette, les os des membres supérieurs, les os du membre inférieur, les os des vertèbres. Voilà, en fonction de la localisation, le ressenti émotionnel va s'affiner, bien sûr. Après, il y a ça atteint aussi les muscles lisses, mais ça atteint aussi les muscles striés. Ça atteint aussi la cortico-surrénale. Ça atteint aussi le versant musculaire des organes de reproduction, parce que là, il y a un ressenti de perte en général. Et à ce moment-là, c'est comme si on essayait en phase active, parce que là, en phase active, c'est presque des deux autres. En phase active, on va creuser, et en phase de réparation, on va au contraire faire de la masse. Donc là, il y a eu une perte. Donc c'est comme si, par exemple, un problème au niveau des ovaires, j'ai perdu donc il y a une nécrose de l'ovaire. Et pour réparer, qu'est-ce que je fais?
je vais multiplier mes cellules comme si je voulais reproduire. C'est symbolique, hein, la maladie est un langage symbolique du corps. Hein. Donc, c'est comme si on allait reproduire le produit qu'on a perdu. Voilà. Là, on peut. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Là, on peut aussi rajouter le sein, les seins aussi, parce que dans cette rubrique-là, là aussi, il y a une multiplication des cellules galactophores quand on a senti un enfant très en danger. Donc, on va multiplier la fabrication de lait, donc on va multiplier les cellules galactophores pour augmenter la production de lait, comme si on voulait augmenter la production de lait pour nourrir l'enfant réel, symbolique, virtuel, imaginaire, et pour le nourrir et le protéger. Quoi. Voilà, ça c'est le mésoderme nouveau, et les tissus qui dérivent du cortex cérébral, c'est-à-dire l'ectoderme, donc les tissus les plus récents sont constitués. Tout ce qui est tissu, c'est le tissu relationnel. C'est tout le tissu relationnel, c'est-à-dire la confrontation à l'autre. Et ce sont surtout des ressentis émotionnels de peur. Là, c'est la peur qui domine. Et alors, ça peut être des peurs, et en fonction du fait que ce soit des peurs frontales ou au contraire des peurs dans la nuque, ou des peurs par rapport à perdre son territoire, des peurs. Tout dépend de la nature de la peur. Et en fonction justement de la nature de la peur, en fonction de quoi nous parle cette peur et de qui nous parle cette peur, ben ça va cibler un organe plutôt qu'un autre. Par exemple, quand on a peur, on sent qu'il y a un danger frontal qui va nous arriver, on voit un accident arriver, là c'est la thyroïde qui va s'impacter en général, parce que tout ce qui est thyroïde, c'est lié au temps. Et donc là, c'est comme si on faisait une course contre la montre. Là, il faut faire vite. Il faut faire plus vite il faut atteindre une vitesse plus rapide que la vitesse de l'accident qui fonce sur nous. Quoi, hein. Et donc la thyroïde répond, parce que la thyroïde est très, très reliée à la notion de... Après, il peut y avoir les peurs de la nuque, c'est-à-dire, au contraire, je sens que j'ai un danger derrière, je le vois pas, je le vois pas venir, mais je le sens. Ça, c'est tous les problèmes qu'il y a de la zone occipitale visuelle, hein, qui est à l'arrière. Et ce sont tous les types d'anoda, tous les... Voilà, je sens que je suis vive, quoi, hein. Voilà, donc ce feuillet ectodermique qui se projette au niveau de le néocortex récente, ça nous parle de toutes les peurs relationnelles en affrontement généralement avec l'autre, ou des peurs qu'on s'imagine, hein, qu'on fait son petit scénario dans la tête et on s'imagine que, et comme de nouveau c'est réel, symbolique, imaginaire, virtuel, ben, comme si ça devient un C. Voilà, je ne sais pas si j'ai été suffisamment claire. Excusez-moi, je pourrais poser une question? Bien sûr. Donc alors, d'après ce que je comprends, c'est qu'en fait, avant d'avoir une maladie, il vaut mieux se faire traiter. Nathalie, ça capte pas bien. Ah, vous m'entendez? Moi, j'entends bien. Oui, moi, j'entends bien. Ok. Donc en fait, il vaut mieux se faire traiter psychologiquement. Exemple, on a mal au cou, hein, ce que vous me dites, ce que vous venez de en fait. Oui, au lieu d'aller voir un ostéopathe ou un acupuncteur ou un kinésithérapeute ou autre, donc ce que je comprends, c'est qu'il vaut mieux déjà se faire traiter psychologiquement la cause
puisque si on n'enlève pas ce problème psychologique, ça reviendra sans arrêt. On peut se faire traiter. Moi, je sais que je me suis fait traiter par pendant 15 ans et j'ai toujours des douleurs. Elles ne sont jamais parties. Donc, il faut plutôt traiter le cerveau, quoi. C'est-à-dire que surtout dans des cas comme vous présentez, c'est-à-dire des douleurs récurrentes, ça, oui. c'est que bon, alors attention, tous les thérapeutes ont leur qualité, on a tous nos limites, hein, on a tous nos possibles et nos impossibles. Ce que je veux dire, l'ostéopathe, il va être beaucoup plus sur le corps en premier degré. Mais pas que, parce que dès qu'il agit, lui, sur le corps, il agit aussi sur l'émotionnel, forcément. Hein. Donc après, il y a une, comment vous dire, il y a thérapie et thérapie, et puis ça dépend ce qu'on veut exactement. Si vraiment on a une pathologie récurrente, ou si vraiment on comprend vraiment, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que mon corps veut me dire. Après, on n'est pas obligé de faire des thérapies très longues, même en médecine du sang, hein. Mais qu'est-ce que ça veut me dire, quoi, hein, et on peut tout à fait s'aider d'une séance ou deux d'ostéo, de séances d'outils qui vont détendre, qui vont nous... Tout ça, c'est très complémentaire. Hein. Donc, mais ce que je veux dire, c'est sûr que quand on a une pathologie et surtout quand elle est récurrente et qu'elle nous déstabilise vraiment, on a tout intérêt à comprendre qu'est-ce que notre corps veut nous dire, quoi. Parce que d'abord, si on la laisse évoluer, elle va évoluer à bruit, et elle va s'approfondir, et elle peut aller toucher d'autres organes, parce qu'elle va déclencher d'autres peurs, d'autres conflits. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, merci. Est-ce que je peux me permettre de raconter ma petite histoire qui s'est passée juste le 8 mars? Parce que c'est quelque chose qui m'a touchée. Alors, je te connais. Je ne sais pas les limites, parce que tu m'as dit la maladie, le mal dit. Et le lendemain du 8 mars, qui a été une journée assez éprouvante, parce qu'on était en plein au début du corona, je me suis réveillée et je ne pouvais plus marcher. Mon genou ne répondait plus à ma tête. Donc, dans la journée, tu m'as appelée et tu m'as demandé comment ça s'était passé. Je t'ai dit, je suis très fatiguée parce que ma jambe ne répond plus. Et tu te rappelles ce que tu m'as dit? Que le genou correspond à un organe. Alors moi, j'ai dit oui, bon, le genou, il tient le corps. Le genou, ça dépend le poids qu'on fait. Bon, je ne suis pas un poids lourd, mais tu m'as donné une réponse. Effectivement, le mal, il dit la maladie. Et j'ai eu l'occasion de venir aussi en consultation chez toi pour d'autres pathologies qui ne me semblaient pas du tout avoir une correspondance. Mais par exemple, le genou, est-ce que tu peux répondre à ce que je t'ai posé comme question? C'est quoi le genou? C'est moi qui réponds? Oui, c'est toi. C'est toi le docteur, c'est pas moi. Non, parce que j'ai eu mal au genou le lendemain d'un gros événement. Donc, je veux que les gens t'entendent. Le genou, alors bon, classiquement, on dit le jeu, le nous, la relation. Oui, c'est vrai, du jeu avec le nous. Mais c'est surtout à quoi ça sert un genou, quoi. Physiologiquement, un genou, ça sert à plier. Hein. Ça sert à plier. Alors, quand on est dans un ressenti émotionnel où on n'a pas vraiment envie de plier, quoi, hein, le genou, il va parler, quoi. Hein. Alors, après, on va affiner les choses. Est-ce que c'est le genou droit? Est-ce que c'est le genou gauche? Après, on peaufine, hein, on fignole. Hein. Mais le genou, ça sert surtout à plier, quoi. Hein. Et donc, ça nous montre ça nous parle de ressenti émotionnel où on a des difficultés avec l'autorité.
voilà, des problèmes par rapport à l'autorité, par rapport à ce qu'on exige de nous, par rapport à ce qu'on peut exiger de soi aussi. Hein. Mhm. Ok, voilà, je voulais faire bénéficier les personnes parce qu'on croit que c'est que des grandes maladies ou des graves maladies. Mais ça peut être un eczéma chez un enfant. Par exemple, un eczéma qui sort, où il y a une famille, par exemple, qui vient d'avoir un petit bébé, un eczéma, ça peut vouloir dire quelque chose. Mais tout veut dire quelque chose. Tout est signe et tout est langage, n'importe comment. À partir du moment où le corps parle, c'est qu'il a des choses à dire. Et donc, après, oui, tu fais bien de dire ça parce que quand c'est comment dire, des pathologies aiguës comme ça, une séance peut suffire parce qu'on peut bien comprendre de quoi il en ressort parce qu'en fait, il existe deux types de ressentis émotionnels. On a ce qu'on appelle les ressentis émotionnels, les récents, quoi, les déclenchants, ceux qui vont déclencher la pathologie. Et on peut s'en tenir là complètement, hein, surtout si ce sont des pathologies qui sont ponctuelles, quoi. Mais vraiment une migraine une forte, un problème de genou qui se bloque, etc. Voilà. Mais si ce sont des migraines qui sont plus récurrentes ou une pathologie qui est d'emblée importante, quoi, une pancréatite, c'est pas anodin, quoi. Hein. C'est pas une crise de foie, quoi, qui passagère. C'est déjà plus important. Donc là, on va avoir besoin de comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour ne pas que la maladie s'approfondisse, justement, et qu'elle crée une pathologie plus profonde et d'autres pathologies accompagnées, quoi. Hein. Alors, pour bien faire, si on peut résumer, avant de se droguer de médicaments, ce serait peut-être bien de venir voir Annie pour savoir le pourquoi, puisque c'est la maladie, c'est le mal qui nous dit. Alors, on a la chance. Voilà. Bon, quand c'est aigu, ben, les gens en général ils prennent des antalgiques, ils prennent des antipyrétiques. Bon, moi je suis homéo, alors donc en soignant en homéo, on arrive très bien à comment dire à enrayer les signes aussi, les douleurs, etc. Hein. Maintenant, si comment dire la médecine, l'allopathie, c'est vraiment maintenant pour moi la réserve à l'urgence. Il y a vraiment une urgence qui est vraiment très douloureux ou qui passe pas du tout. À la limite, c'est l'allopathie. Mais sinon, même moi, je me sers de l'homéopathie qui marche super bien. Bon, il faut que je sois bien ciblée, hein, l'homéopathie. Hein. On peut faire sinon du n'importe quoi. C'est un peu ce que disait Zriane tout à l'heure. Que ce soit un acupuncture c'est sûr. Une aussi. C'est une thérapie qui est là aussi qui est holistique. Hein. L'homéopathie, c'est le corps, c'est l'émotionnel et c'est l'énergie, est très énergétique. Hein. Si on cible bien en homéopathie, ça marche très bien. Donc, après, il y a le monde aussi de la phytothérapie, des huiles, de l'aromathérapie. Moi, j'aime bien tout ce qui est aromathérapie pour placer vraiment les. Je trouve la thérapie, c'est super. Dans tout le domaine infectieux, ça marche très bien. D'ailleurs, une personne qui s'appelle le pénicilline. J'entends plus là. Est-ce que Ordina B est là? Oh, mais c'est pas grave. Roger? À vendredi soir. Roger, une question. Est-ce que je peux poser encore une question? Oui. Je l'ai posée par électronique. Est-ce que je peux poser une question au docteur Lussetto? Qui parle. Alors, tu veux qu'on sera la vie? Excusez-nous. Le problème, c'est la vie. Et à cœur de ma Ils sont pas sympas. Coupe les micros, Véronique. Mais c'est ce que je fais. Mais alors, les gens, ils se sont réappropriés.
malheureusement. Bon, Vas-y. attends, moi je voudrais préparer en même temps mon... J'ai posé une question par écrit qu'on n'a pas vue. Est-ce que je peux la poser par oral? Bien sûr. Donc, Oui, bien sûr. Docteur Lusato, je pourrais savoir si le décodage biologique se constituait dans la suite des travaux de Hammer. Oui, c'est parti des travaux de Hammer, parce que lui, c'est le premier à avoir compris que ce n'était pas le problème psychologique qui déclenchait la maladie, mais que c'était le problème émotionnel généré par le conflit psychologique qui déclenchait la maladie. Donc, ça, c'est Hammer qui a eu cette révélation géniale. Et puis, moi, j'ai été formée par Claude Sapa, qui est un élève de Hammer. Et lui a rajouté beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il a rajouté le transgénérationnel, il a rajouté le projet sens, c'est-à-dire qu'il a compris que les maladies pouvaient prendre naissance dans les ressentis émotionnels, pas simplement dans les déclenchants actuels, non, mais aussi dans les programmants, c'est-à-dire dans l'enfance, c'est-à-dire pendant la vie intra-utérine, et c'est-à-dire les ressentis émotionnels des parents qui étaient transmis de génération en génération, et donc dans tout le transgénérationnel. C'est pour ça que moi, je travaille beaucoup sur la génération des parents, des grands-parents. Quand on arrive à avoir des dates de naissance des arrière-grands-parents, c'est extraordinaire. On les a pas grave. Si on arrive à avoir des dates de naissance, déjà en tout cas des grands-parents, c'est super. Avoir les dates de naissance, des dates de décès, avec les dates de naissance, les dates de décès et les causes de décès, j'arrive à reconstituer le plus de familial, pathologie de la famille. Waouh. Merci C'est beaucoup. magnifique. C'est magnifique. Est-ce que Orly est là? Oui, je suis là. Parce que tu viens de parler de plusieurs méthodes et tu parlais aussi des huiles essentielles, tu parlais. Et comme Orly va faire le prochain Zoom du mardi 2, puisque ce jeudi, on a c'est Shavuot. Donc, c'était le lien entre Annie, donc, qui nous a ravis de toute cette conférence qui est passionnante. Je conseille vraiment à tout le monde de faire appel à Annie pour des petits bobos, des grands bobos, parce que des fois, les petits bobos deviennent plus importants. Et Orly, bon, alors, qu'est-ce que tu fais exactement, Orly? Tu es naturopathe? Oui, alors moi je suis naturopathe. Vous m'entendez là? Oui. Oui. Alors moi je suis naturopathe et j'adhère complètement à ce qu'a dit Annie parce que j'ai fait aussi du décodage biologique. Mais et je suis naturopathe, c'est-à-dire que j'arrive aussi à traiter les problèmes de santé essentiellement par la nourriture et par des compléments alimentaires ou bien aussi avec des plantes, voilà, et en fait renforcer le système immunitaire pour vivre mieux et manger mieux pour vivre mieux, quoi. C'est un peu ma façon de voir les choses, quoi. Et effectivement, on arrive beaucoup à traiter beaucoup les problèmes problèmes digestifs déjà, ça c'est sûr qu'on arrive à les traiter avec l'alimentation, mais pas que les problèmes digestifs, parce que tous les problèmes, en fait, j'accompagne aussi les personnes qui sont en soins oncologiques et je les aide à mieux se nourrir et voilà, qu'il y ait le moins de problèmes possibles qui sont autour de la maladie, quoi. Et voilà, en gros, c'est ça, quoi. Et je m'occupe vraiment aussi des problèmes de santé, je fais aussi des détox, enfin, j'en parlerai quand je ferai mon Zoom, Bezrat Hashem. Ça sera donc mardi prochain, le 2 juin. Donc, rendez-vous, j'espère, vous toutes et vous tous aussi, parce qu'il y a des messieurs qui sont parmi nous. Excusez-moi, j'ai une dernière question.